Saviez-vous que nous sommes sur les réseaux sociaux? Vous pouvez nous trouver sur facebook.com/paranormally-listed et sur Instagram à paranormally_listed. Assurez-vous de nous suivre pour rester à jour sur les dernières nouvelles. 3. Rhoda Toth. Certaines personnes superstitieuses croient que le nombre 13 est intrinsèquement malchanceux. 20 ans après avoir gagné à la loterie, Rhoda Toth est également une croyante. Rhoda et son mari, Alex, ont gagné le jackpot de 13 millions de Floride le 4 mai 1990. Normalement, gagner à la loterie est le meilleur jour de la vie de quelqu'un, mais en y repensant, elle a dit plus tard « c'était mon pire jour ». Techniquement, le montant gagné par les Toths était de 13 333 333 $33 cents. Les Toths ont choisi d'accepter des paiements annuels sur 20 ans au lieu d'un paiement en somme forfaitaire. Mais ils n'ont visiblement pas fait le calcul, car ils étaient tous les deux méfiants lorsque leur premier chèque est arrivé pour 666 666 $ et 66 cents. Un autre nombre malchanceux peut-être. Cependant, au début, tout semblait bien se passer pour les nouveaux millionnaires. Rhoda était très généreuse avec sa nouvelle fortune. Elle a acheté des voitures et remboursé les hypothèques de ses proches. « Je les ai plaints », a dit Rhoda plus tard, « nous nous sommes occupés de la famille, des amis et même de personnes que nous ne connaissions pas. » Elle et son mari ont exploré le monde, un rêve inimaginable depuis leur parc de caravane à Newport Richie, quand ils n'avaient que 27 $ en banque. Bientôt, ils ont quitté leur maison mobile double large pour une maison de 3000 pieds carrée dans un village exclusif avec 3 terrains de golf appelé Hudson en Floride. Leur manoir offrait une vue sur l'océan depuis leur piscine de taille olympique. Malheureusement, le couple détonnait dans leur nouveau quartier. Pendant les années 1990, les Toths ont également commencé à faire le tour des émissions de talk-show, racontant leur histoire de la misère à la richesse. Dans ces cercles, ils se sont retrouvés à côtoyer Oprah Winfrey et Donald Trump. Mais, à la fin de la décennie, les bons moments ont commencé à s'évaporer. Il s'est avéré qu'Alex était aussi très généreux avec leur argent. Il avait apparemment donné librement des centaines de milliers de dollars au casino et tout ce qu'ils demandaient en retour était une chance de jouer à leur jeu. Malheureusement, Alex n'était pas un très bon joueur. N'oublions pas que les mathématiques n'étaient pas son point fort, ce qui expliquerait pourquoi il n'a pas calculé correctement le montant de ses impôts au fil des années. L'Internal Revenue Service est venu voir Hudson pour lui rappeler l'ordonnance du tribunal pour un remboursement immédiat de près de 4 millions de $. Le problème est que les Toths ne l'avaient pas. Et puis, Alex est tombé malade, souffrant d'une dépression physique et mentale qui nécessitait des soins institutionnels. Face à leurs factures et dettes croissantes, Rhoda s'est tournée vers ses amis à qui elle avait été si généreuse auparavant, mais elle dit qu'ils étaient introuvables quand la situation s'est dégradée. Les Toths ont conclu un accord avec une entreprise financière de Floride spécialisée dans l'aide aux gagnants de loterie et aux personnes en difficulté financière. En échange de la signature de leurs 14 versements annuels de loterie restants, totalisant environ 9 millions, le couple a reçu un chèque de seulement 3 millions de $. Ils n'avaient pas le choix, selon eux. Une partie des 3 millions de $ a été consacrée aux soins d'Alex et le reste est allé à l'Internal Revenue Service. Mais ce n'était pas suffisant. En 2006, l'Internal Revenue Service a porté l'affaire en justice pour récupérer les paiements d'impôts qu'ils étaient encore dus. Alex est mort à 60 ans avant le procès. Rhoda a été condamnée à 2 ans de prison fédérale pour des délits fiscaux. À sa libération, Rhoda avait tout perdu. Elle est retournée habiter dans son ancien camping en Floride. Bien qu'elle alimente désormais sa voiture avec la batterie et siphonne l'eau du tuyau de son voisin,
En y repensant, Roda attribue les montants annuels de ses chèques comme une grande cause de sa malchance. 666 666,66 centimes. Trop de 6, a déclaré Roda en 2010. Alex a dit que c'était de l'argent maléfique. Et peut-être qu'il avait raison. Numéro 2, Suzanne Mullins. Au début de janvier 1993, Suzanne Mullins est entrée dans une épicerie du sud-ouest de Roanoke, en Virginie, et sur un coup de tête a décidé d'acheter un billet de loterie. Lorsque le commis lui a demandé ses numéros, elle a haussé les épaules et a répondu de laisser la machine choisir. La console de loterie, et peut-être le destin, a craché le billet avec 3, 24, 31, 35, 42 et 44. Et il s'est avéré que ces numéros étaient gagnants. « J'ai failli avoir une attaque », a déclaré Suzanne à la société de presse. Mais évitez cette séquence particulière de numéros si vous jouez vous-même à la loterie. Car bien que Suzanne ait décroché le jackpot de 4 200 000 $ sur la base de ses numéros chanceux, elle n'a connu par la suite que malheur et malchance. Peut-être que Suzanne aurait dû prêter attention aux présages de mauvais augure qui sont apparus lorsqu'elle et son mari sont entrés pour la première fois dans les bureaux de la loterie de Virginie pour collecter leurs gains. La semaine suivant leurs gains, les Mullins ont fait de grands projets avec l'argent. Ils rêvaient de vacances exotiques, de villas en bord de mer et de voitures de luxe. Mais Suzanne et son mari, Tommy, ont été choqués lorsque le bureau de la loterie leur a remis un chèque avec seulement quelques zéros. Il semble que l'oncle Sam prenne d'abord la grosse part, ce qui a réduit le montant à emporter à un peu plus de 2 500 000 $ au lieu des 4 200 000 $ qu'ils attendaient. La mort et les impôts sont inévitables, demandait à Rhoda Todd. Mais les Mullins étaient encore plus confus de découvrir que peut-être leur gain n'était pas une aubaine après tout. En fait, on leur a dit que leur jackpot serait divisé en 20 paiements annuels de juste en dessous de 143 000 $. C'est une somme considérable, certes, mais insuffisante pour s'offrir les voyages et voitures de leurs rêves. Tommy Mullins devrait conserver son emploi de représentant syndical et Suzanne continuerait d'être une mère au foyer pour leur fille adolescente. Avec le temps, les Mullins vivaient confortablement. Leur fille s'est mariée au milieu des années 90 et ils n'ont pas lésiné sur les dépenses. Mais les choses ont mal tourné après que le nouveau mari de leur fille a développé une condition médicale nécessitant des soins 24 heures sur 24. Suzanne a accepté de payer pour son bien-être car il n'était pas assuré. Mais avec l'accumulation des factures médicales, l'amertume de Suzanne grandissait. Les chèques annuels étaient insuffisants. Les mères se retrouvaient à devoir vendre leurs biens pour joindre les deux bouts. Si seulement la loterie de l'État payait en un seul versement au lieu d'avoir à attendre 20 ans. Puis, en 1998, avec Suzanne, à son point le plus bas, c'était comme si le diable lui-même apparaissait dans la cuisine avec une solution. Grâce à Internet, Suzanne a appris l'existence d'une entreprise en Floride qui s'adressait aux gagnants de la loterie ayant les mêmes préoccupations financières. La même entreprise qui a aidé Rotea à parler dans son moment de besoin. L'entreprise a accepté de donner à Suzanne un prêt de 200 000 $ en échange de la signature des 8 prochains de ses paiements annuels futurs. En échange de 200 000 $, elle a accepté de donner à l'entreprise environ 1 million de dollars de ses futurs gains. Sans autre choix, Suzanne a conclu le marché avec ce diable. Mais au moins une partie de cet argent de prêt a servi à payer les funérailles de son gendre. Quand il est mort en 2000, il a laissé sa famille élargie avec presque 1 million de dollars de dettes avec des intérêts qui s'accumulent. Pourtant, au début du nouveau millénaire, il y a enfin eu un peu de chance qui a peut-être aidé Suzanne à gagner la loterie en premier lieu. En 2001, la loterie de l'État de Virginie a changé ses règles. Elle a permis aux anciens gagnants de réclamer le reste de leur jackpot en un seul versement.
Pour Suzanne, cela représentait un chèque d'un peu plus d'1 million de dollars. Après avoir remboursé sa dette médicale et son prêt de 200 000 dollars, il semblait qu'elle allait tout juste équilibrer ses comptes. Un appel téléphonique de cette entreprise financière en Floride lui a rappelé que, bien qu'elle leur ait remboursé le montant du prêt, il s'attendait toujours à ses chèques annuels pour les 5 prochaines années. C'était évidemment l'accord qu'elle avait signé. Incapable de payer, l'entreprise a poursuivi Suzanne qui a utilisé le peu d'argent qu'elle avait pour engager un avocat, Michael Hart. Apparaissant dans un tribunal de Roanoke en 2004, M. Hart a dit au juge que les Mullins étaient simplement victimes de malchance. Cela a été un chemin difficile, Hart a dit à la cour. Ce n'était pas des jets pour les Bahamas. Inébranlable, le juge a ordonné à Suzanne de rembourser à l'entreprise l'argent attendu. En 2008, Suzanne Mullins était ruinée et en faillite, l'une des gagnantes de la loterie les plus malchanceuses que vous ayez jamais rencontrées. Par coïncidence, cette même année, un homme nommé Henry Mullins de Norfolk, en Virginie, a gagné la loterie gagnée pour la vie de l'État, recevant un chèque de 1 000 dollars chaque semaine jusqu'à son dernier jour. Henry n'a cependant aucun lien avec Frank Mullins, qui a remporté 1 million de dollars à la loterie de l'État de Virginie en 1994 et un après que Suzanne a gagné. En regardant en arrière, c'était comme si le destin savait qu'il s'était trompé avec Suzanne Mullins et essayait de se rattraper auprès de quelques Virginians portant le même nom de famille. Le destin peut être drôle de cette façon. Numéro 1, William Bud Post. William Bud Post a eu une enfance et une jeunesse difficiles. Orphelin jeune, il a été séparé de ses frères et sœurs et a passé du temps dans un centre de détention pour mineurs. Plus tard, en tant que jeune homme, il a effectué un bref passage dans l'armée avant de commencer à errer dans le nord-est, trouvant du travail là où il le pouvait. Il a travaillé comme employé de carnaval, peintre en aérosol, cuisinier à la chaîne et aide de cirque. Mais la vie de Bud a pris un tournant décisif lorsqu'il a rencontré et est tombé amoureux de sa femme. Ensemble, ils se sont installés en Pennsylvanie et ont eu plusieurs enfants ensemble. Au milieu des années 80, leurs enfants avaient de quitter le nid et Bud aspirait à une tranquille maturité avec son unique amour. Jusqu'à ce que sa femme décède tristement et soudainement, le laissant veuf et très seul à l'âge de 45 ans. Et le malheur a continué. Peu de temps après la mort de sa femme, un accident de travail a laissé Bud incapable de gagner sa vie. Vivant maintenant d'une allocation d'invalidité, Bud a dû vendre sa maison et emménager dans un appartement délabré à Erie, en Pennsylvanie, à proximité. Un après-midi frisqué d'avril en 1987, alors qu'il se promenait dans la ville en déplorant sa malchance, Bud a vu de la fumée s'élever d'un immeuble d'appartements à 2 niveaux. Sans réfléchir, et en s'appuyant sur sa formation de base de l'armée, Bud a monté les escaliers jusqu'au 2e niveau et a trouvé un petit garçon de 3 ans terrifié, recroquevillé dans un coin. Malgré sa blessure persistante, Bud a pris l'enfant dans ses bras et l'a porté jusqu'à la rue, lui sauvant la vie et gagnant le respect des pompiers arrivant sur les lieux. Quelques jours plus tard, le service d'incendie a remis à Bud Post une plaque commémorant son héroïsme. Il est devenu une célébrité locale. Mais surtout, le sauvetage audacieux semblait éveiller quelque chose en Bud. Les amis ont dit être devenus plus optimistes pour l'avenir. Ils n'ont donc pas été surpris quand un jour, il est allé au magasin et est rentré avec 40 $ de billets de loterie. Un achat, dit-il, qui ne lui a laissé que 2,46 $ à la banque. J'avais juste un pressentiment, Bud a dit à la société de presse en 1988. Je ne peux pas l'expliquer, j'ai des sentiments comme des prémonitions. Et la prémonition de Bud peut être que quelqu'un appelé Karma a payé. Le 26 février 1988, William Bud Post était ravi d'apprendre qu'un des billets qu'il avait acheté lui avait fait gagner la somme astronomique de 16,1 millions de dollars à la loterie Super 7 de Pennsylvanie. Cependant, comme nous l'avons démontré, il y avait un hic avec le paiement.
Le paiement du jackpot devait être effectué en versements annuels d'environ un demi-million de dollars sur le prochain quart de siècle, mais il supposait certainement qu'un demi-million de dollars suffisait pour mener la grande vie, non? Malheureusement, Bud Post n'avait pas de prémonition sur à quel point il allait se tromper. Comme beaucoup de gagnants à la loterie, Bud est allé faire du shopping. Des téléviseurs, des motos, des voitures, des camions, des petits avions à moteur et même un yacht au Tennessee. Mais quelques investissements malheureux ont suivi, puis est venue la poursuite judiciaire. Anne Krayprick, la propriétaire de Bud à l'époque de son gros gain, et la personne qui l'a accompagné pour collecter son premier chèque dans les bureaux de la loterie, s'est sentie flouée. Elle a dit que sur les 40 $ utilisés par Bud pour les billets, 20 $ venaient d'elle. Selon son avocat, cela lui donnait droit à la moitié des gains. L'avocat de Bud lui a dit qu'elle n'avait aucune chance d'obtenir un paiement. Mais le juge avait tendance à ne pas être d'accord pour que les futurs chèques annuels de Bud soient déposés dans une banque, jusqu'à ce qu'un jury puisse démêler le désordre de ce qu'il a, dit-elle, a dit. Après 3 ans, les factures pour ses achats et investissements sont désormais dues. Et sans argent entrant pour les payer, Bud Post était en mauvaise posture. « J'ai fait face à la perte de tout », a-t-il dit plus tard au journal. « J'ai fait face à la famine. » La maison de Bud était en ruine, car il ne pouvait pas payer les réparations. Quand un percepteur a surpris Bud en se rendant à la maison sans prévenir, Bud a tiré un coup de fusil en l'air pour l'effrayer et le faire fuir. La police n'était pas impressionnée. Le petit frère de Bud, Jeff, était également impressionné. Il était amer que Bud gaspille sa bonne fortune. Convaincu qu'il ferait un meilleur travail en tant que millionnaire, Jeff a habilement fait changer le testament de son frère pour lui donner une grande partie des gains en cas de sa mort. Et puis Jeff a engagé un tueur à gages pour mettre le plan en action. Ignorant que le tueur à gages était un policier infiltré de Floride. La nouvelle épouse de Bud, terrifiée à l'idée d'être ciblée pour un meurtre, a quitté, puis l'a poursuivi pour une pension alimentaire. Et puis est tombé le jugement qui a peut-être confirmé les soupçons de Bud que son argent était maudit. Un tribunal de Pennsylvanie a décidé que la propriétaire Anne Krayprick, en effet, avait légalement droit à la moitié du jackpot de Bud. Il a été contraint de lui céder 4 100 000 $ et presque 1 million de dollars à ses avocats pour faire bonne mesure. Après les impôts, Bud Post s'est retrouvé avec 4 700 000 $. Mais plutôt que d'accepter un quart de million de dollars chaque année jusqu'en 2014, Bud voulait en finir avec ce cauchemar de loterie. Il a vendu aux enchères à une société de financement de loterie les droits sur ses futurs gains, empochant plus d'1 million de dollars en liquide, mais a ensuite vendu ses véhicules et articles de luxe pour l'aider à rembourser sa dette. Mais il a refusé de vendre son yacht. Il a dit qu'il espérait recommencer en ouvrant une entreprise de pêche charter où son bateau était amarré dans le Tennessee et c'est là que la police l'a trouvé après qu'un juge a émis un mandat d'arrêt contre lui en 1998. L'agent de recouvrement voulait que Bud soit accusé de tentative de meurtre pour l'avertissement au fusil de chasse. Alors que Bud était assis en prison pendant des mois, après un verdict d'agression armée, il a repensé à sa vie et a réalisé quelque chose. « J'étais plus heureux avant de gagner de l'argent », a-t-il dit à un reporter. Malgré sa prémonition antérieure, Bud Post n'a probablement jamais imaginé, au moment de sa mort en 2006, à l'âge de 66 ans, qu'il serait assis dans un petit appartement de 2 chambres, vivant avec son maigre chèque de handicap de 400 $ par semaine. Il avait vendu tout ce qu'il possédait de valeur pour joindre les 2 bouts. Mais la seule chose qu'il n'a jamais vendue, la dernière chose qui a été trouvée accrochée au mur taché de fumée, était la plaque du département des pompiers d'Erie commémorant son acte héroïque en 1987. Celui qui a dit qu'aucune bonne action ne reste impunie n'a probablement jamais gagné à la loterie.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous avez apprécié, abonnez-vous. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, consultez notre autre chaîne Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges, mais vraies. Vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube Criminally Listed. Nous avons aussi un podcast appelé Criminally Listed Presents Into the Killing sur les affaires non résolues qui ont finalement été élucidées. Retrouvez-le sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et partout où vous écoutez vos podcasts préférés. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Merci.